Chaque lundi, nous commentons, nous analysons, nous décryptons la vie économique et politique américaine dans ce quart d'heure américain hebdomadaire avec notre correspondant américain, Pierre-Yves Dugas en visio avec nous. Bonsoir Pierre-Yves. Merci beaucoup d'être avec nous. Il y a un mot qu'on retrouve là dans toute la presse économique, financière américaine ces derniers jours, c'est affordability. La question, alors c'est un peu différent de la question du pouvoir d'achat, c'est la question de savoir si la vie est suffisamment bon marché, accessible pour le plus grand nombre d'Américains. Et visiblement, la réponse est non. Écoutez, pour mon malheur, je commence mes journées en buvant du café et en mangeant une banane. C'est très mauvais. C'est très, très mauvais. Alors peut-être pour la santé, j'en sais rien, Mais pour mais le ça portefeuille m'aide à aussi, c'est démarrer la ça, journée. Pierre-Yves? Mais le café, au cours des 12 derniers mois, le café moulu a vu son prix bondir de 41%, celui de la banane de quelques 9%. Vous ajoutez à ça le prix du hamburger plus 15%. L'inflation existe, les Américains la rencontrent tous les jours en allant au supermarché et Donald Trump s'est aperçu qu'il ne pouvait plus, un an après son élection, bien qu'il ne soit au pouvoir que depuis le 20 janvier, un an après son élection, il ne peut plus tout mettre sur le dos de Joe Biden. Il ne peut plus dire que s'il y a encore des prix qui augmentent beaucoup, c'est la faute de Joe Biden. Il essaye de le faire, mais ça ne marche plus. Les Américains n'y croient plus. Et la cote de popularité de Donald Trump sur les questions économiques est en forte baisse et c'est un problème qui s'est manifesté notamment lors des élections partielles du 4 novembre où on avait prévu des victoires démocrates, mais l'amplitude des victoires démocrates a surpris parce que les Américains ne sont pas contents. Ils payent très cher aussi pour l'électricité, un bond de quelques 7%. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Alors, d'abord, le déni de réalité n'est plus possible. Donc, on essaie de trouver des responsables. Alors, dans le cas de la viande, on a désigné du doigt le gang des quatre. Le gang des quatre, ce sont ces quatre sociétés qui sont dans l'abattage et le conditionnement de la viande et qui contrôlent 85% de ce marché aux États-Unis, qui sont de puissantes sociétés, Tyson Foods, deux sociétés contrôlées par des intérêts brésiliens, et tout ce beau monde est accusé de pratiquer de la collusion et une enquête a été lancée contre eux pour abus de position dominante et collusion, enquête demandée par Donald Trump et qui sera menée par le département de la justice. Tout ça ne tient pas debout. Ça ressemble énormément à ce que faisait Joe Biden quand il était dans une situation où l'inflation était à 9%. Il accusait les grands monopoles. Le prix du hamburger est élevé. Pourquoi? Parce que le cheptel américain est en baisse depuis des années en raison de difficultés financières des éleveurs, en raison de vagues de sécheresse. Et depuis quelques mois, le prix du hamburger grimpe parce qu'on a imposé des droits de douane de 50% sur les produits brésiliens, qui fait exploser le prix de la viande. On a empêché le Mexique de vendre du bœuf aux États-Unis parce qu'il y a un parasite terrible qui se manifeste à nouveau au sud du Rio Grande. Donc tout ça complique les choses. 50% de surtaxe sur les produits brésiliens, ça fait exploser le prix du café. Donc ça y est, on fait baisser les droits de douane, ce qui veut dire que l'on admet pour la première fois que les droits de douane, au moins pour certains produits qui ne poussent pas aux États-Unis, peuvent avoir une influence sur l'inflation. Le Guatemala, l'Équateur, le Brésil, le Salvador vont pratiquement voir leurs droits de douane s'effacer parce qu'ils vendent aux États-Unis des produits qui ne poussent pas aux États-Unis. Et puis on vient d'apprendre que le bœuf de Nouvelle-Zélande va pouvoir rentrer aussi maintenant pratiquement sans aucune surtaxe, de même que ce magnifique fruit que vous mangez le matin plutôt que moi la banane, vous êtes porté sur le kiwi, eh bien aux États-Unis, le kiwi va rentrer sans droit de douane. Et puis on a fait un geste aussi pour faire baisser le prix du bœuf en faisant baisser les droits de douane qui frappent l'Argentine, ce qui n'est pas du goût des éleveurs américains. Alors il y a d'autres idées incroyables qui sont soulevées par Donald Trump, l'idée de nous envoyer tous, à nous Américains, un chèque de $2000. Eh oui. Pourquoi pas un chèque de $2000 qui serait un chèque, alors l'explication varie, soit un espèce de dividende des droits de douane,
Ce qui pose un problème parce que si on utilise les quelques 150 ou 200 milliards de droits de douane supplémentaires de recettes fiscales qui sont perçues pour les redistribuer aux consommateurs américains, ça ne sera plus là pour limiter l'augmentation du déficit budgétaire. Et le secrétaire au Trésor avait promis que ces droits de douane et ces recettes fiscales allaient permettre de réduire le déficit. Et puis, alors il y a une autre théorie, les $2000 vont venir, tenez-vous bien, des économies qui ont été générées dans les dépenses publiques par le travail du département sur l'efficience gouvernementale. Mais alors, les chiffres que l'on a pour l'instant sur ces économies ne sont pas compatibles avec l'envoi de chèques de $2000 à tous les Américains. Donc, il va falloir être sélectif. Bon, c'est ce qu'on appelle un put budgétaire. On verra ce qu'il en est effectivement de ces chèques, si et quand est-ce qu'ils sont distribués. En attendant, la menace est là, enfin la menace, le risque est là, et effectivement c'est quand même un soutien potentiel aussi à la demande de la consommation des ménages aux États-Unis. Pierre-Yves, à propos de consommation, on est dans une semaine où on va voir réapparaître certains chiffres officiels concernant l'emploi américain, alors que tout le monde a mis le nez sur différentes enquêtes privées ou données privées au cours des derniers jours et des dernières semaines. Est-ce que le marché de l'emploi américain est réellement malade aujourd'hui, Pierre-Yves ? Alors, je crois que ce qu'on peut dire avec certitude, c'est qu'on a vraiment tourné la page sur la période dorée post-Covid de pénurie de main-d'œuvre, période dorée pour ceux qui cherchaient du travail. Le taux de chômage, autant qu'on puisse en juger, la dernière fois qu'on a pu le calculer, c'était au mois d'août. C'est très loin, le mois d'août maintenant. Était à 4,3%. Les créations nettes d'emplois ont été estimées par le département du travail à 22 000. 22 000, c'est pratiquement l'erreur de mesure. C'est zéro, c'est peut-être plus 22 000, moins 22 000, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Je rappellerai quand même que la population active américaine, c'est 171 millions de personnes. Donc, 22 000, c'est vraiment des pois chiches dans le couscous, comme disait l'autre. On va avoir un chiffre de septembre qui va être difficile à lire. On n'aura pas vraiment la totalité, comme on vient de le dire avec nos invités, des chiffres d'octobre. Et ils vont être illisibles, de toute façon, parce qu'il y aura là-dedans des emplois de fonctionnaires qui vont être comptabilisés. Il y aura des emplois du secteur privé qui dépendaient directement des emplois fédéraux qui vont disparaître, mais on sait qu'ils vont rebondir en décembre. Donc je ne sais pas dans quel brouillard, dans quelle purée de pois la Réserve fédérale pourra se décider. Imaginez ensuite quels sont des chiffres sur l'inflation. Mais nous observons que les annonces de plans sociaux explosent. Elles ont explosé au mois d'octobre. Elles sont 3 fois plus élevées qu'en octobre 2024. Et pour les gens qui s'intéressent à notre émission Smart Bourse, je pense que c'est d'abord un phénomène boursier intéressant. C'est une forme de communication boursière qui marche à nouveau. Il y a eu une période que nous avons connue dans les années 90 où quand les entreprises américaines annonçaient des réductions d'emplois, leurs cours s'envolaient. Puis ensuite, les choses se sont gâtées. On a retrouvé, pour certaines d'entre elles, en tout cas, Amazon, Verizon, le premier opérateur de téléphonie des États-Unis, une situation où le paradoxe joue. Quand une entreprise de premier rang annonce des réductions d'emplois, on interprète ça comme un élément de restructuration qui va préserver leur marge. C'est possible. Quelles sont les autres explications possibles dans la multiplication de ces plans sociaux? Et s'agit-il du début d'un cycle? Si ce n'est pas uniquement une annonce de communication boursière, c'est un moyen de dire que pour compenser les augmentations de droits de douane et préserver les marges des entreprises, on joue sur la variable de l'emploi. C'est certainement vrai dans le secteur de la distribution, où Target nous a annoncé une réduction de 8% de ses effectifs administratifs. Chez Amazon, qui est aussi un géant de la distribution, les 14 000 suppressions d'emplois en partie vont couvrir ce secteur-là. Et puis, il y a les bonnes vieilles suppressions d'emplois qui interviennent parce que le business ne va pas. C'est certainement le cas de Verizon qui perd des parts de marché. Verizon, le premier opérateur de téléphonie des États-Unis, quelques 100 000 employés qui va supprimer, si je me souviens bien, 48 000 postes. Un montant considérable parce qu'on s'aperçoit que Verizon perd des clients. Et en passant, on a appris
au détour de l'annonce des résultats trimestriels de UPS, que UPS, Oui. un des leaders Oui. de la messagerie express, a déjà supprimé quelques 40 000 postes. C'est 10% de leurs effectifs. Ils ont perdu leur meilleur client, Amazon. Il y a un passage dans le transcript de la réunion avec les analystes de la conf de Andrew Jassy, le patron CEO d'Amazon, à l'occasion de la publication des résultats et de l'annonce des 14 000 suppressions de postes. Je ne sais pas si vous l'avez lu, sinon je vous l'enverrai. Puis on lui demande, est-ce que c'est des licenciements boursiers? Est-ce que c'est l'IA? La réponse d'Andrew Jassy, c'est notre culture. Nous sommes Amazon, nous devons être en permanence, nous devons opérer en permanence comme la plus grande start-up du monde. Et oui, tous les 2-3 ans, ça implique de remettre un peu sur le tapis certaines questions d'organisation, etc. Je ne sais pas si c'est la vérité totale, mais en tout cas, je pense que c'est aussi une partie de la réponse. Alors, ça traduit clairement une mentalité très, très différente Ah oui. d'Amazon et même, je dirais, une mentalité américaine, Ouais. où quand une entreprise se porte bien, elle est fière de supprimer des emplois. Ouais. Je pense que c'est aussi une réponse qui, même si elle n'est pas fausse, présente un gros avantage pour Amazon, c'est qu'elle est politiquement correcte. Parce que Amazon, qui vit de l'intelligence artificielle, qui investit plus de 100 milliards de dollars dans des centres de traitement de données, ne va pas commencer à parler de l'intelligence artificielle comme quelque chose de péjoratif qui supprime des emplois. Je pense que ça les aide de ne pas trop insister là-dessus. J'ai été très frappé, Pour finir, Pierre. dans le même ordre d'idées, par les commentaires de Walmart sur la question. Walmart dit, nous allons continuer notre croissance, 3-4% par an, mais nos effectifs ne vont plus augmenter. Ouais. Parce que nous allons augmenter la productivité et parce que, notamment, l'apport de la technologie et notamment l'intelligence artificielle vont nous permettre de faire plus avec le même nombre d'employés. Même discours chez JP Morgan Chase, dans un secteur tout à fait différent. Non, l'intelligence artificielle va supprimer certains emplois, elle va en créer d'autres. En gros, à effectif constant, on peut faire mieux. Pierre-Yves Dugas avec nous chaque lundi dans ce quart d'heure américain, 17h45 si vous nous suivez en direct, sinon bien sûr en replay sur bismart.fr.